Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pet Thunder, le seul podcast français sur la franchise d'OKC. C'est Pierre qui vous parle, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode. On revient après une petite semaine sans épisode. On va parler du premier gros quart de la saison pour OKC. On approche des bientôt 25 matchs, un petit peu moins. OKC qui est très bien classé pour l'instant et qui s'affirme comme une équipe qui compte, on va dire ça comme ça pour l'instant. Avec moi aujourd'hui Constant qui est de retour après un ou deux épisodes qu'il a manqué. Comment ça va Constant? J'ai loupé un live. J'ai loupé un Ouf, live. ouf. Non, ça va bien. Non, non, on revient après une belle victoire du Thunder la nuit dernière face aux Nuggets, une victoire qui fait du bien. Il y a eu quelques cris qui ont été poussés lors du tir de Shai, on va pas se mentir. Quelques cris de rage, on va dire, en tout cas de soulagement. Mais non, mais très heureux de revenir. Et puis voilà, on va se poser des bonnes questions. Il y a un an, le Thunder n'était pas dans le même cas de figure que cette saison en termes de niveau comptable, ce qui amène peut-être à notre sujet de cette vidéo. Ouais, parce que effectivement, le Thunder est actuellement à 16-8 au moment d'enregistre, juste après le match contre Denver, deuxième de l'Ouest, donc bien sûr très bien classé, bien plus haut que ce qu'on imaginait en début de saison, hein. On se souvient, toi et moi, qu'on misait plutôt sur une équipe qui allait stagner en termes de bilan et qui allait mettre un peu de temps à s'adapter. Au final, pour l'instant, on fait un bon début de saison. Et c'est ce qu'on va aborder aujourd'hui. En fait, on va se demander si ce Thunder-là, de ce qu'on voit, est vraiment une équipe qui compte une des meilleures équipes de la ligue, comme le classement l'indique. Est-ce que c'est une équipe qui peut rester en haut de l'Ouest, qui se qualifie directement en playoff? Est-ce que c'est peut-être une équipe qui peut être un peu pénible en playoff, je vais le dire comme ça, si ça arrive à se qualifier directement? Donc voilà, on va essayer de voir quelles limites il y a au KC, qu'est-ce qui peut nous faire pencher d'un côté ou d'un autre par rapport à cette question-là. D'abord, Constant, on va quand même parler du positif, on va parler de ce qui fait que OKC est l'une des équipes au plus haut de la ligue actuellement. Est-ce que déjà, toi, tu as quelques points que tu as relevés qui font qu'OKC est très haut comme ça? Oui, bah, de toute façon, il y a pas mal de stats qui viennent un petit peu argumenter le fait qu'OKC est l'une des meilleures équipes de la ligue. Déjà, si vous allez sur le site Duncan Trees, qui est un site, on va dire, un peu plus avancé au niveau des stats, qui prend en compte la difficulté du calendrier, qui prend en compte la différence de jours de repos qu'il peut y avoir entre les équipes, qui fait un adjusted offensive rating, OKC est 10e et en adjusted defensive rating, OKC est 7e. Il n'y a que deux équipes qui sont dans le top 10 en termes d'adjusted offensive rating et d'adjusted defensive rating, c'est Boston et Philadelphie. Voilà, c'est les deux seules équipes qui sont dans le top 10. Donc, en gros, deux des cadors de la conférence Ouest, conférence Est d'ailleurs. Donc, même une équipe comme Minnesota n'est pas dedans, même une équipe comme Denver n'est pas dedans. Donc, OKC est une équipe très forte. En tout cas, statistiquement, ça s'explique par le fait qu'OKC est une équipe qui perd peu de matchs avec un écart assez large et qui remporte pas mal de matchs avec un écart très large. Mais non, tu as une attaque qui est excellente. OKC, au niveau du pourcentage à 3 points, on y reviendra peut-être un peu plus tard, est en train de baisser fortement, mais reste toujours top 3 en termes de réussite à 3 points. Donc tu as une attaque très élevée, tu as une défense très élevée aussi. Globalement, quand tu as une attaque et une défense top 10, c'est que tu es une très bonne équipe. Un autre point qui est un peu qui est un peu moins comptable, on va dire, mais OKC éclate littéralement les équipes avec un bilan faible, c'est-à-dire que ce soit Portland, que ce soit Utah, c'est dès qu'OKC joue une équipe à moins de 50% de victoire, c'est une large victoire, ce qui monte déjà la progression par rapport à l'an dernier et aussi ce qui peut souligner la qualité d'une bonne équipe. Donc voilà, c'est moi la première stat. Après, on pourra parler ensuite de la défense sur demi-terrain qui est beaucoup plus importante en playoff, etc., etc. Mais je trouve que rien que de dire que OKC est une top 10 défense et une top 10 attaque, ça démontre déjà que tu es une bonne, voire même une très bonne équipe. Ça reste l'argument principal, que OKC est quand même dominant des deux côtés du terrain, globalement, soir après soir, et que t'es quatrième au net rating, donc ça c'est intéressant. Et puis bien sûr, t'es dans le top 10, proche top 5, j'ai même envie de dire, défensivement et offensivement, donc bien sûr que tu es bien classé. Il y a un point que t'as dit que j'avais bien noté aussi, c'est qu'OKC, et contrairement à nos années Westbrook, etc., c'est gagner contre des équipes faibles. C'est assurer soir après soir un minimum de jeu, un plancher, un fond de jeu, comme vous l'entendez, qui te permet de vraiment gagner facilement, même contre ces équipes faibles. Le dernier exemple, c'est Utah, hein, où tu te dis, ah, bon, il y a des absents, machin, on aurait pu pas le prendre au sérieux. Le taf a été super bien fait. Enfin voilà,
vraiment, même quand Daynault ouvre ses rotations bien plus vite. Enfin voilà, vraiment le taf est fait, est vraiment bien fait, et ça c'est plaisant parce que tu es beaucoup plus serein face à des équipes faibles, globalement que ça. On parlera après face aux équipes fortes, qui est sûrement un des points qu'on abordera, enfin voilà, qui sera peut-être du côté des limites et encore. Et puis après, moi même globalement, j'ai noté que OKC, c'est vraiment une équipe chiante à battre. C'est un peu une plaie où tu sais que tu vas avoir un match difficile quoi qu'il arrive. Il y a eu peu de matchs où on a pris très cher. Et tu vois, même les matchs où on est à la rue, c'est-à-dire un Houston ou à Sacramento, il n'y a pas si longtemps que ça, bah, au final, t'es pas si loin que ça quand tu regardes les scores. T'es pas loin de les amener dans un clutch plutôt serré, voire très serré. T'as très peu de matchs voilà, où OKC baisse complètement les armes. Il y a toujours quelque chose qui va se passer à un moment. Il va y avoir un run. Tu as du playmaking. C'est pas du playmaking que je veux dire, mais tu as des joueurs capables d'actions décisives offensivement et défensivement qui peuvent te faire tourner un match. Et notamment défensivement, où on est les meilleurs pour provoquer des turnovers, on est dans les meilleurs sur plein de choses, ce qui te permet des fois de faire des gros runs, de gagner des ballons. L'exemple même contre Denver du match d'hier, où Shea va prendre la balle dans les mains de Michael Porter Jr., après on va refaire un stop, après il y a plein de choses comme ça qui font qu'OKC est vraiment chiant à battre et qu'il faut que l'adversaire soit globalement au complet, globalement bon pendant 48 minutes, parce que si tu t'arrêtes de jouer pendant un moment, tu peux te faire allumer à un moment où Joe va prendre feu, où Shea va gagner plein de ballons, voilà. Enfin, il faut vraiment que tu sois concentré tout le long, et c'est vraiment une équipe un peu poil à gratter sur ce point-là. Moi, j'ai cette impression-là où t'es jamais serein, t'es jamais à l'abri. Alors peut-être qu'à l'inverse, face aux grosses équipes, nous, on n'est pas serein quand on mène, on se dit peut-être qu'on va se faire remonter, mais l'inverse c'est vrai aussi, que je trouve que OKC a beaucoup de ressources. Il y a déjà eu pas mal de comebacks, hein, voilà, encore une fois. Donc là-dessus, je suis assez content de ce que je vois. Et après, par rapport à l'année dernière, on en avait parlé au début de saison, dans le clutch, actuellement, on est plutôt dans le positif, on est à 9-6. Bon, il y a eu des exploits. De Chet contre les Warriors par Il plusieurs y a 3 fois. wins. Ouais, Il il y y a a eu tro- des exploits. ah, il y a- Hier, chez, voilà, il y a eu des. Mais en fait, globalement, t'as quand même cette impression-là que quand t'arrives dans le clutch, que t'as Dagnall qui met son 5 ultime du moment, que t'as Shea qui passe en mode MVP, que t'as Chet, lui, qui sent l'odeur du sang, j'ai l'impression concrètement dans ces moments-là où il a envie de contrer tout le monde. Enfin voilà, t'as vraiment des joueurs qui passent un step dans leur mental, dans vraiment. Et là-dessus, je trouve qu'on a progressé par rapport à l'année dernière pour l'instant. Bon, c'est ultra dépendant de Shea, bien entendu. Mais globalement, je trouve qu'on a progressé dans le clutch, et ce qui fait que des matchs serrés, comme hier, ou contre des grosses équipes comme tu auras peut-être plus tard, tu arrives à les remporter, tu arrives à les faire basculer. Et donc ça, pour Oui, moi, c'est un des points positifs. oui, puis même niveau comptable, c'est-à-dire que pour moi, tu as quand même, allez, t'as 4 mini-miracles sur tes victoires dans le clutch. Tu as le match à Cleveland, qui est le deuxième match de la saison, Ouais. où on se met à mettre ficelle pendant 2 minutes 30. Tu as le premier match contre les Warriors avec ce tir à 3 points de Chet. C'est la première fois que je parle à Wear Thunder depuis ce tir de malade mental, d'ailleurs, tir exceptionnel. Tu as le match contre les Warriors, une fois de plus, où tu gagnes grâce à Draymond Green, globalement, qui a les fils qui se touchent, Oui. et grâce à Chet aussi, hein, parce que faut les mettre les 3 lancers. Il y a plein de gens qui auraient loupé un lancer. Faut mettre les 3, et puis là, le match contre Denver est quand même assez pas un miracle, mais on va dire qu'OKC n'était pas l'équipe dominante sur ce match, c'est plus un match de traînard, et où finalement, dans les dernières minutes, tu parviens à faire le stop que tu n'as pas réussi à faire de la soirée, et d'avoir le tir qui te permet de passer devant. J'ajouterais peut-être même le match contre les Mavs, avec le 30-0 encaissé, où Ouais. tu te retrouves à -6 et tu gagnes sur un tir de J-Dub, et après tu as Luka qui fait marcher. Enfin bref, hein, beaucoup de scénarios qui sont favorables, on va dire, au Thunder. Il y a assez peu de matchs qu'OKC a perdu sur des actions qu'OKC ne pouvait pas récupérer. Genre, typiquement, la première défaite contre les Warriors avec le lay-up de Curry, ça, c'est un truc qu'OKC a eu 4 fois en victoire, mais en défaite, ça n'est arrivé qu'une fois. T'as pas eu de gros tirs contre OKC qui n'ont pas été suivis, soit d'une égalisation de Chet, soit d'un tir potentiellement de Shea, hormis ce lay-up de Curry. Donc oui, je trouve que, comme tu l'as dit, OKC est une équipe aussi qui est capable de défoncer les faibles équipes. Et l'an dernier, c'était un point qu'on avait souligné, on avait un peu l'impression qu'OKC, le niveau d'OKC se nivelait en fonction du niveau de l'adversaire. C'est-à-dire que quand tu jouais une équipe faible,
bah, tu n'avais pas forcément des gros leads comme ça qui pouvaient se créer. Quand tu jouais une équipe forte, tu n'avais pas des gros leads qui se créaient non plus. Mais il y a ce sentiment de domination, effectivement, ce côté où, en fait, on va même pas laisser l'opportunité à l'adversaire de croire dans le match. C'est très important aussi, c'est que les premiers quarts, les premières mi-temps du Thunder, tu n'arrives pas en traînant des pieds, potentiellement en mettant en confiance l'adversaire, et tu démontes l'adversaire en jouant un basket qui est le basket que tu joues lorsque tu affrontes des grosses équipes. Donc oui, je trouve que dans ce domaine-là, il y a progression. Effectivement, le clutch est très dépendant du niveau de réussite de chez Gilgeous-Alexander. Il y a 2-3 actions qui potentiellement auraient pu basculer de l'autre côté et qui nous auraient fait peut-être tenir un autre discours parce que le bilan comptable serait peut-être un peu moins reluisant. Mais force est d'admettre que c'est tombé dans notre sens. Est-ce que ça tombera dans notre sens toute la saison? Je ne sais pas. Mais pour l'instant, ça fait qu'OKC est deuxième de la conférence Ouest devant des équipes qu'on voyait devant nous au début de la saison, des équipes comme Denver, des équipes comme les Clippers par exemple. Il n'y a que la défense de fer de Minnesota qui fait mieux qu'OKC. Donc voilà, c'est très satisfaisant parce qu'il n'y a aucun match, hormis le match contre Houston où tu n'es jamais vraiment dedans, j'ai envie de dire, il n'y a aucun match où tu es complètement perdu. Tu es tout le temps dedans, à minimum. Après, il faudrait peut-être en gagner un peu plus. Même contre Houston, t'es pas loin au final. Tu te dis à quel moment on va vraiment lâcher. T'as quand même un tu vas jamais Holiday. gagner. Oui, mais ouais, mais bon, tu vois, même là, tu prends pas un énorme éclat. Enfin, c'est assez bizarre. Je Ouais. crois qu'il y a 15 Après, quand même à un moment. Ouais, mais même 15 maintenant, tu sais, ça se remonte. Ouais, mais avec l'adresse qu'on avait sur ce match-là, Oui, c'était non, dur. là, c'était infâme. Après, tu vois, même contre Denver, là, pour le coup, ça exécute bien, j'ai l'impression, dans le clutch. Tu sais, on arrive à trouver des bons tirs, on défend fort, on fait les bons stops, il y a plus de doute sur on switch, machin et tout, la défense devient beaucoup plus étouffante. Je trouve qu'il y a vraiment un step qui se fait. Alors après, effectivement, il y a des tirs, tu jettes la pièce et quel côté ça tombe. Hein. Switcher contre Denver, c'est un tir, bon, certes, il est très adroit à mi-distance, hein, mais le tir est monstrueux, quoi. C'est vraiment... s'il est pas dedans, bon, bah voilà. Mais non, mais c'est vraiment un point positif là, ce nouveau, ces victoires dans le clutch qu'on n'avait pas forcément avant. Et encore une fois contre les équipes faibles, on verra si ça perdure dans le temps. Après, moi, il y a un autre truc qui, pour moi, fait qu'OKC marche actuellement, c'est l'espèce de hiérarchie qui est en train de s'établir. Alors, je dis pas qu'elle est optimale et qu'on ne doit pas trader, que voilà, l'équipe est parfaite. C'est pas ça. Mais j'ai l'impression que vraiment, bon, à part Josh Giddey, tout le monde a un peu trouvé son rôle et sait à quoi s'attendre. Taché, c'est ton MVP, il est là, je pense, soir après soir, il a 30, plus ou moins 30 points tous les soirs. Il est top 5, top 3 MVP selon comment vous voulez le classer. Enfin voilà, c'est monstrueux, c'est un des top joueurs. Lui, il peut t'amener très loin. Mais tu vois, à côté de ça, maintenant, on a trouvé les deux lieutenants qui sont de J-Dub, qui sont de Chet, à qui on va en reparler, tu demandes beaucoup, notamment à J-Dub. Mais tu sais, dans la hiérarchie, c'est eux derrière, c'est eux qui ont les ballons. Quand Shea n'est pas là, les deux sont sur le terrain pour essayer de limiter la casse. Enfin voilà, tu sais vraiment eux. Et puis après, par rapport à des équipes quand même jeunes, par rapport à nous et autres, et des équipes bon, on n'est plus en développement maintenant, on est deuxième de la ligue, mais Ouais, tu as un minimum de profondeur et un minimum de role player déjà vraiment marqué, j'ai envie de dire, vraiment sur lesquels tu peux compter. On a parlé un petit peu en off avant, Isaiah Joe, c'est un role player en sortie de banc. Je pense que globalement, il est dans la rotation de 99,9% des équipes NBA, voire 100%. Je vois pas qui ne le fait pas jouer. Enfin, tu vois, En voilà. fonction du banc, ouais. Ouais, en fonction du banc et des profils, oui, mais il est même pas loin d'être, enfin, j'en parlerai après, mais il est même pas loin d'être qualif C'est starter, clair. très honnête. Ouais. Tu vois, t'as un Cason Wallace qui, même en étant rookie, assure. T'as un Ron Wiggins qui est très bon depuis le début de saison quand tu le fais jouer. T'as Kenrich, même s'il joue peu et que c'est un petit peu moins bon qu'avant, il est toujours là. Là, t'as Jeline qui sort du banc, qui a été bon contre Denver. Enfin, il y a vraiment des joueurs sur lesquels tu peux t'appuyer. Je citerai même pas un Lou Dort parce qu'il est dans le 5, mais au final, en termes de role player, il est de plus en plus sécurisant, j'ai envie de dire, défensivement et offensivement. Là, même avec un moment de down à 3 points, il est en train de ressortir la tête de l'eau et de montrer autre chose aussi. Lui aussi, je l'ai trouvé plutôt bon là sur les deux derniers matchs. Je sais plus jusqu'au faut remonter, ça passe vite des fois. Mais voilà, et en fait, c'est cette hiérarchie-là pour moi qui a été établie, qui manquait parfois avant. Elle t'aide en fait à construire et à avoir un collectif fort et un collectif soudé.
Et tu vois, tu peux même te permettre, vu comment c'est construit, de des fois faire des tentatives. Ousmane Dieng récemment, qui avait été plutôt bon en G-League, donc on a fait revenir, qui a été plutôt bon sur certains matchs. Voilà, il a eu sa chance. Donc tu peux te permettre ces choses-là, mais globalement, cette hiérarchie qui a été établie, alliée à l'identité de jeu, dont on parlera peut-être un peu plus, mais je trouve que c'est très important dans la réussite actuelle. Peut-être que si tu as un trade qui arrive, si tu as une blessure, ça peut se briser et justement, tu seras en difficulté, je trouve. Oui, parce qu'il y a aussi ce facteur qu'il faut prendre en compte, c'est que OKC n'a eu aucune blessure majeure depuis Ouais. le début de saison. Et Mmh, que mmh, mmh. j'ai vu la stat, mais en gros, si on prend en compte les blessures, ça fait 6 minutes, je crois, par match manquant sur des blessures depuis le début de saison. En gros, si on prend en compte toutes les blessures, le temps de jeu des joueurs, OKC sur les 24 matchs, en gros, a manqué 6 minutes par match à cause des absences. C'est le plus petit total de la ligue. Après, il y a aussi c'est aussi un truc qu'il faut souligner qui moi m'agace parfois, c'est que, bah oui, quand tu es une équipe de jeunes, tu vas avoir des joueurs plus en santé que lorsque tu es, je sais pas, les Suns et que tu as, KD qui a 35 ans et qui sort du tendon d'Achille, quand tu as un joueur comme Bradley Beal qui a loupé, 80 matchs sur les 2 dernières saisons. C'est-à-dire que, oui, tu as des équipes qui se blessent plus que d'autres, mais aussi parce qu'il y a des joueurs qui sont plus friables que d'autres. Peut-être que la jeunesse du Thunder aide à avoir ce côté un peu plus frais, capable d'enchaîner les matchs et d'enchaîner les performances. Après, si on nous avait dit en début de saison, Chet Holmgren va jouer 30 minutes les 24 premiers matchs, je suis pas sûr qu'on y aurait cru. Donc voilà. Ouais, même Mais en en tout back-to-back, même en back-to-back, il joue autant, même. back-to-back qui joue, mais après, Ouais. on va voir sur janvier là, parce que janvier, je crois, il y a 18 matchs en 31 jours. Je pense que ça va peut-être commencer à tousser. En plus, c'est le moment où les rookies commencent à se manger le rookie wall. Il y a peut-être un moment où ça va être plus dur physiquement pour lui, mais je trouve que ouais, il y a ce côté, comme tu dis, hiérarchie, où bah, OKC n'est plus une équipe en reconstruction, mais on va dire que l'une des dernières étapes de ta reconstruction, c'est d'avoir une hiérarchie claire. Et une fois que tu as ta hiérarchie, tu peux partir Mmh. sur autre chose. Donc, oui, tu as clairement J-Dub qui est ta deuxième option offensive. Tu as Chet Holmgren qui parfois récupère un peu les miettes. Je trouve qu'on pourrait même encore plus l'inclure dans le jeu offensif. Parfois, je suis un peu frustré de comment lui aussi parfois se met en valeur dans le jeu offensif du Thunder. Mais oui, il y a effectivement porté par un Shai Gilgeous-Alexander de gala, et derrière, tout le monde connaît son rôle. Sauf peut-être Josh Giddey, encore une fois, c'est toujours la même problématique. Mais quelqu'un comme Lou Dort, qui, moi, je trouve un peu plus en dents de scie, mais on va dire que les 2 derniers matchs, il était bon défensivement. Sur un match, c'est toujours un peu plus frustrant, mais dans les dernières minutes, tu sais que défensivement, Lou Dort est là. Il est très bon sur la dernière possession avant le tir de Shai contre Denver pour refuser l'écran et pour forcer Mmh. un tir en bout de 24 secondes de Nikola Jokic. Chet est très bon aussi sur cette séquence-là défensivement. Mais voilà, tout le monde connaît son rôle, tout le monde est porté un petit peu par ce que fait Shai. Alors, il y a des séquences où les joueurs doivent dépasser un petit peu ce rôle-là, donc ça donne des séquences qui sont très compliquées, notamment les séquences où Shai est sur le banc, où du coup J-Dub se retrouve avec beaucoup de responsabilités, notamment au début de quatrième quart-temps, et c'est globalement là où c'est le moment où tu as peur si tu es fan du Thunder. Les 4 minutes où Shai n'est pas sur le parquet, début de quatrième quart-temps, je trouve que c'est brouillon, et là justement c'est des moments où les joueurs doivent dépasser un petit peu leur rôle et où je suis un peu plus inquiet sur ça. Mais sinon, oui, il y a un collectif qui se fonde, il y a un groupe qui est toujours mis en valeur. Il y a effectivement un rayonnement avec la superstar Shai, mais d'autres se mettent très bien en Mmh. valeur. Et même un joueur comme Isaiah Joe, voilà, je trouve qu'on en parlait en off juste avant. Oui, il est un peu fâché avec son tir, mais contrairement à un joueur, par exemple, comme je dis, les défenses continuent de considérer Isaiah Joe comme un tireur. Donc, même s'il ne met pas dedans, la défense réagit pareil que lorsqu'il met dedans. Et ensuite, ouais, défensivement, je trouve qu'il a franchi un palier qui est énorme. C'est-à-dire qu'il est de moins en moins ciblé, voire même plus du tout, en fait, sur certaines possessions. Et je trouve que dans l'énergie, dans l'investissement qu'il a, enfin, c'est lui qui va se battre au rebond Mmh. sur la dernière possession. Enfin, je trouve que, ouais, Isaiah Joe, on n'est franchement pas très loin du calibre titulaire en NBA parce que l'attaque est très forte. L'association avec Shai est exceptionnelle, mais ça datait déjà de l'an dernier. Mais c'est surtout les progrès défensifs qui, moi, me bluffe parce que je l'attendais vraiment pas à ce niveau-là. Et c'est peut-être le switch, la progression qui lui manquait pour être ouais, un joueur calibre NBA qui peut potentiellement finir des matchs face à de très bonnes équipes.
Là, en vrai, tu lui ajoutes, on va dire un peu plus de démarquage, de mouvement au ball et qui commence de faire, hein. Il y a eu une situation là où il se démarque, il va prendre un tir à mi-distance sur un end-off qui refuse et tout. Tu lui ajoutes un peu de ça pour qu'il ait un peu plus régulièrement des tirs ouverts, parce que là, il est vraiment ciblé, hein, en attaque, il a plus d'espace. Tu face à un très très bon joueur. Honnêtement, je pensais pas qu'il pouvait se développer comme ça. Et pour revenir à ce que tu as dit, tu vois, moi, les minutes sanché, alors j'ai peur, hein, mais du coup, c'est un truc que, comme je regarde souvent un replay et je lis les messages en fait dans la conversation, et je vois quand ça a peur, quand ça dit, ou quand je lis les récaps avant les matchs, je vois, et du coup, j'analyse vraiment si c'est ce qui se passe. Et en fait, globalement, alors, t'es forcément moins bon au sanché, ça, il n'y a pas trop de doute. Et voilà, et tu potentiellement, l'écart augmente un petit peu, ou alors ton avance diminue. Mais je trouve que globalement, et c'est peut-être ça qui fait un bon bilan, et que J-Dub est très bon depuis le début de saison quand même, sur la majorité des matchs, je trouve que ces minutes-là, c'est brouillon, mais tu prends pas des runs. On a là aussi, encore une fois, on a vécu des trucs à l'époque, c'était dantesque ce qu'on prenait quand les stars étaient pas là. Je trouve que là, globalement, la majorité des matchs, tu prends pas des runs, et quand Shea revient, t'as pas eu un écart de points tant que ça, hein. Contre Denver, c'est le cas, par exemple, t'as pas un si grand écart de points que ça quand tu joues sans Shea. Je crois que quand Shea revient après en première mi-temps, t'es à -3. Quand il revient en deuxième, c'est même quand il revient que tu prends un run, que tu passes à -10, c'est avec lui. Donc il y a plusieurs matchs où je regarde ça, et honnêtement, le delta qu'il y a, que tu prends, n'est pas si immense que ça. Après, j'ai envie de dire heureusement qu'il y a encore des faiblesses et que Sanché était moins bon, sinon là, on aurait vraiment des très grands espoirs sur la saison. Et je pense qu'on en reparlera en limite. Euh, Si J-Dub est bon, t'es bon. Et même si Chet est là, tu vas t'en parler un petit peu. Chet, je le mets moins important. Bon, c'est pas défensivement, mais offensivement, parce qu'il peut pas créer pour lui-même, il peut pas créer pour les autres, pour moi. C'est vraiment trop Eh, limité pour l'instant. Tu vois, moi, j'ai tendance à dire, ouais, il va te mettre un fadeaway, ouais, il va mettre un drive, mais c'est de la finition où il y a déjà un décalage, tu vois. Tu lui donnes pas la balle et tu dis, vas-y, fais quelque chose pour l'équipe. Enfin, tu vois, alors qu'on fait ça avec J-Dub. On fait vraiment ça avec J-Dub quand mhm. je suis sur le banc, on lui donne la balle, on lui dit, bon, bah, vas-y, joue ton pick and roll et fais quelque chose. Va sur ta gauche, prends un tir, etc. Et après, je pense qu'on peut être encore meilleur sur ces minutes-là, avec un Kenrich plus présent, avec plus de partage de la balle, parce que des fois, dans ces minutes-là, on veut justement, J-Dub partage pas la balle. Tout Il se à passe fait. plus grand-chose off-ball, alors que tu as un Aaron Wiggins qui, dès qu'il touche la balle, un peu dans l'urgence, lui, comme tu as dit, ben, dépasse complètement ses fonctions et va te mettre un énorme drive, ou va te mettre un truc. Vraiment, il met un tir. Je crois là, il met un mi-distance à un moment, il drive fond, il remonte, il tire Mm. par-dessus Jokic, un truc comme ça. Tu dis bon, ok, on pouvait lui donner la balle avant, ça serait bien. Mais Mm. voilà, il y a des joueurs capables de faire ça et il faut les utiliser. Et pas être uniquement dans le J-Dub show avec un peu de chat, même s'il est très bon et que des fois ça a sauvé les meubles, hein. Encore une fois, contre les Warriors, il y a un des matchs où c'est lui qui sauve le match tout seul. Mais globalement, en fait, je pense que je m'attendais à pire. Je m'attendais vraiment à ce que, surtout quand on voit le niveau de Josh Giddey, où je pense que globalement, toi et moi, et même le reste des fans, on se disait, c'est lui qui aura la balle et ce sera un peu plus lui qui créera pour les autres. Là, il est pas là et tu arrives quand même à tenir plus ou moins bien ses minutes. Donc bon, tu vois, moi, je suis moins froid que la majorité des gens sur ça. Je sais pas, parce que quand même, contre Denver, tu perds les minutes sans Jokic, quoi. Un truc que tu devrais gagner absolument. Quand tu perds les minutes sans Jokic, c'est déjà un mini exploit en soi de perdre les minutes sans Jokic et de gagner le match. Ouais, Après, mais tu vois, pourtant Jokic a pas les mêmes minutes que Shea. Enfin, je suis désolé de te couper, oui, mais tu vois, ils ont pas les mêmes rotations. Tu vois, Shea joue des fois, il y a pas Jokic en face, et donc on devrait les gagner ces minutes-là, tu vois, et on les gagne pas alors caché. mais il est Tu pas vois, tout le temps là non plus. ah oui, non, pas tout le Pas temps, tout. bien sûr. Il est pas tout le temps là non plus. Tu vois, le match contre Sacramento, par exemple, l'avant-dernier, bah, Marc Gagnol, tu es obligé de précipiter le retour de Shea parce que là, pour le coup, Mm. tu prends un éclat. Alors, l'éclat, tu le prends fin de troisième quart quand Ouais. Sacramento se décide à rentrer tout. Mais tu reprends quand même un petit éclat après où tu es à -13, je crois, il me semble, quelque chose dans le genre. Et là où tu sens que Marc Gagnol, qui pourtant n'est pas vraiment coutumier du fait, précipite un peu le retour de Shea en disant, bon, là, il reste 9 minutes 30, mais je vais te remettre quand même. Je trouve sur les minutes, je sais pas, moi je trouve que je trouve que c'est vraiment les minutes du quatrième quart qui sont pénalisantes. Les minutes du second quart,
les 6 minutes où Shea n'est pas là, je trouve qu'elles sont meilleures que vraiment les 4 minutes du quatrième quart, où je trouve ça assez difficile. Comme tu l'as dit, J-Dub, je suis peut-être plus bas que tout le monde sur J-Dub. Moi, il me frustre un peu. Je trouve qu'il est excellent quand Shea est sur le parquet. Et quand c'est lui le créateur ou le ball handler primaire de cette équipe, notamment avec la seconde unit, je le trouve un peu plus frustrant. Je trouve qu'il joue beaucoup d'un contre un, beaucoup d'isolation, beaucoup de séquences où il veut se créer son tir et qu'il n'y a pas trop de playmaking. Ça, c'est les séquences de J-Dub qui me frustrent. Mais après, oui, quand Shea est sur le parquet, il est excellent, il n'y a rien à dire. Chet, comme tu l'as dit, c'est pas encore ce joueur, ce profil offensif qui peut t'apporter 17-18 points tous les soirs. J'ai même l'impression que Chet, on en parlera peut-être un peu après, mais sa défense est impactée par son rendement offensif. C'est-à-dire que le match contre Denver, par exemple, il est très bon en attaque, du coup, il est encore meilleur en défense. Et un match contre Houston, par exemple, où il n'est pas du tout dedans en attaque, eh ben, j'ai l'impression que dans sa défense, ça se retranscrit un peu et qu'il est un peu moins bon. Voilà, c'est peut-être une impression qui est fausse, mais j'ai l'impression qu'il carbure beaucoup à sa performance offensive et que ça peut parfois déteindre un petit peu sur son niveau défensif. Mais après, oui, les minutes dans le quatrième quart, mais souviens-toi, tu parlais de Josh Giddey en tant que principal créateur ou en tout cas en tant que principal porteur de balle avec la seconde unité. Début de saison, c'est ce qui se passe. Tout début de saison, il y a des minutes où Josh Giddey se retrouve avec la seconde unité et finalement on change et on bascule sur J-Dub parce que ça ne fonctionne pas. Donc il y a eu un changement qui a été fait en cours de saison par Mark Daigneault. Et ensuite, ouais, ces minutes-là, après, toutes les minutes sans ta superstar sont des minutes qui sont difficiles pour toutes les équipes. Hein. Vous regardez Dallas sans Luka, vous regardez, je sais pas moi, non, Boston, ils ont trop de stars, mais vous regardez Philly sans Joel Embiid. Enfin voilà, c'est normal que les équipes soient moins fortes quand leur superstar est sur le banc, mais disons que parfois, il y a certains moments où ça peut coûter le match. C'est un peu plus inquiétant et c'est peut-être une limite, même si c'est un truc qui est inhérent à toutes les équipes NBA qui possèdent une superstar, qui possèdent un joueur qui est top 15, top 10 du Dash 20. Non, je suis d'accord. Après, pour Chet, ouais, il y a peut-être un peu de ça. Peut-être que mentalement, ça l'affecte de pas mettre les tirs, etc. Et que du coup, il est moins impactant défensivement. Et après, tu as toujours, contrairement à un Boston ou à d'autres équipes, quand t'as vraiment qu'une seule superstar et que derrière, t'as des secondes options, tu te dis est-ce que c'est bon, est-ce que des fois ça marche bien, et des fois non. Et c'est le cas pour J-Dub, où il y a des matchs il assure. Après, effectivement, c'est beaucoup dans le scoring, c'est beaucoup dans la création pour lui-même et je joue mes 1 contre 1 et voilà. Mais il y a des fois où ça marche et il y a des fois où par contre il est complètement à côté de la plaque. Hein. Il y a eu des matchs qui étaient catastrophiques. Sacramento. Ouais, voilà. Et là, du coup, tu es en difficulté parce que effectivement, Chet n'a pas encore ce calibre-là. Et même moi, si j'aimerais bien que ça soit le cas, avoir un vrai collectif huilé en sortie de banc NBA, tu vas trouver des solutions collectives, vraiment, c'est compliqué, c'est compliqué. Donc, effectivement, Daigneault est un peu obligé d'adapter toujours ses rotations à ces besoins-là, à ces problèmes-là, pardon. Et ouais, pour l'instant, on va dire qu'on sert. On n'est pas serein à chaque fois, mais ça passe. C'est plutôt ça. Et moi, j'avais un dernier point que je voulais aborder sur l'aspect positif. Moi, c'est ce que je vois sur le terrain et dans la façon de jouer, dans le jeu offensif, dans les systèmes proposés, etc. offensivement. Le travail de Daigneault, en fait, ce qu'on voit et qui marche plus ou moins bien depuis 2-3 ans, parce qu'il y a 2-3 ans, c'était dégueu en attaque. Et ben là, en fait, quand tu as le personnel ça commence d'être assez agréable et ça commence de bien fonctionner. Alors bien sûr, t'as Shea qui est un top player, j'aime bien cette expression, c'est un scoreur professionnel, c'est un scoreur pro. C'est quoi, Michael Cage qui dit ça souvent, non? Mais je trouve ça, c'est un scoreur professionnel. Voilà, il sait comment mettre ses points, il sait faire tout seul, voilà. Mais au-delà de ça, t'as plein de trucs qui sont grave intéressants. Bon, t'as toujours ce jeu très espacé, t'as toujours ces end-off, t'as toujours voilà ce jeu très en mouvement. Mais alors les écrans petits, t'as Isaiah Joe qui est constamment utilisé en poseur d'écran ou en faux poseur d'écran, même j'ai envie de dire, où il fait semblant de poser l'écran. Tu vas faire changer de côté tous tes joueurs pour solliciter l'aide et en fait t'as Shea qui attaque pendant ce temps-là de l'autre côté. Enfin, tu vois, t'as des micro-trucs un peu bêtes, mais qui te permettent en fait à l'attaque de fonctionner. Et ce genre de truc-là, pour moi, en fait, on le fait depuis un petit moment. Et là, ça commence de payer. Et j'ai l'impression que ces choses-là, bon, il y aura toujours des ajustements, des choses à voir, hein, mais c'est des choses sur lesquelles tu pourras t'appuyer
dans le futur, que ce soit des matchs compliqués ou pas, et voilà, tu as des choses qui marchent en fait. Bon, bien sûr, tu as beaucoup de 1 contre 1, tu as beaucoup de ces choses-là, bon, c'est la NBA, mais globalement, il y a plein de petits trucs et que Daynault a été, comment dire, acclamé un petit peu pour ça, hein. Surtout en début de saison, il y avait beaucoup de trucs, notamment avec l'écran d'Isaiah Joe, là, tout le monde en parlait à un moment, il y a eu 6 vidéos d'affilée dessus. Mais il y a plein de petits trucs comme ça, si vous regardez les matchs. Ouais, il n'y a pas de grand système posé, écrit, etc. Mais il y a plein de choses et de situations qui sont créées. Il y en a une avec un moment où on marque peut-être 2 ou 4 points par match sur ça, avec 2 écrans à l'opposé de la balle, et il y a toujours le joueur qui flash au bon moment sous le cercle et qui est tout seul. Et la défense oublie toujours, voilà. Souvent c'est Wiggins d'ailleurs qui fait ça. Voilà, il y a plein de petits trucs qui sont assez agréables à regarder. Et je trouve ça intéressant parce qu'en fait, on a vécu le développement de tout ça depuis le début, et là on y arrive en fait à ce que ça fonctionne, et ça c'est assez agréable à voir, et le fait que ça marche, c'est encore plus cool. Oui, bah, je me souviens, ça devait faire ça fera à peu près 2 ans, mais on avait fait un live qui disait: «Doit-on s'inquiéter pour le Thunder?» On avait parlé de Mark Daigneault et moi j'avais dit: «J'attends de voir avec un meilleur personnel», et en fait, quand tu vois qu'il a le personnel, bah, ça se développe très bien. C'est-à-dire que, contrairement à des équipes comme, Détroit, par exemple, qui sont dans une galère infinie, OKC a eu l'avantage, sur son coach de reconstruction, d'avoir un coach qui avait une philosophie de jeu, et même sur ça, je trouve que alors OKC est toujours premier en drive, par match de la ligue, mais il y en a moins que l'an dernier. Il y a un peu plus de variance dans le jeu offensif. Par exemple, tu fais, 6 drives de moins, il me semble, que l'an dernier. Donc voilà, je trouve que il y a de toute façon des systèmes, en NBA, il y a des grands systèmes, il y en a plus. Mmh. C'est-à-dire que, les Spurs, il y en a plus, et plus personne fait les seuls systèmes que tu peux voir, c'est des ATO. C'est les systèmes en sortie de temps mort. Daigneault est très bon d'ailleurs pour les dessiner, et les ATO, c'est un peu le seul moment durant le match où tu peux voir la patte vraiment du coach pour designer quelque chose. Donc ensuite, le reste, c'est des préceptes de jeu. Donc c'est pas forcément des grands trucs, écrits à l'avance, mais c'est des préceptes de jeu qui sont mis en place en amont, durant les entraînements, parce que fait Mark Daigneault. Donc oui, sur ça, moi, je suis beaucoup moins, avancé, que toi. Je suis beaucoup moins, bon pour lire ce genre de trucs, mais effectivement, il y a des, préceptes de base qui sont efficaces. Tu as parlé du fait qu'il y avait beaucoup de 1 contre 1, mais quand tu as l'un des joueurs les plus efficaces sur Bien sûr. isolation de toute la ligue, effectivement, tu vas jouer des 1 contre 1, et encore une fois, il y a beaucoup de 1 contre 1, mais c'est des 1 contre 1 de chez Gilgeous-Alexander, c'est pas des 1 contre 1 de Josh Giddey. Quoique, il y en a, une fois de temps en temps. Mais voilà, c'est fructifier, exploiter les zones de jeu où les joueurs sont les meilleurs. C'est-à-dire que Isaiah Joe, de temps en temps, il va attaquer un close-out, ce qu'il a fait contre Denver justement, et que je trouvais intéressant. Enfin, pas attaquer un close-out, mais il y a un joueur qui sort sur lui et du coup, il va tenter un tir à mi-distance. À un moment, il provoque une faute en transition, il joue son 1 contre 1, il passe le joueur en fait, il fait une feinte de tir, mais il garde son dribble, il passe le joueur, il va provoquer la faute. J'ai dit: «Ah bah ouais, et ben allons-y». Merci Isaiah d'ajouter des choses comme ça. Mais ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais voilà, donc je trouve que, mais on va dire que, Isaiah Joe, même si il commence à avoir un peu plus de responsabilité balle en main, tu le cantonnes dans son rôle où il est très bon, quoi. Mmh. J-Dub, de temps en c'est peut-être lui qui doit un peu plus dépasser sa fonction parce qu'il a les plus grosses responsabilités en attaque quand Shai est sur le banc, mais il fait globalement ce qu'il sait faire. Tu lui demandes pas de faire des choses qu'il sait pas faire. Chet, c'est la même chose. Aaron Wiggins et Kenrich Williams, c'est vraiment les 2 exemples de tu leur demandes de faire des trucs qu'ils savent faire et pas de leur demander de faire n'importe quoi. Ce que tu demandais, par exemple, à faire un Darius Bazley dans les années de reconstruction parce que tu avais pas le personnel. Donc voilà, je trouve que c'est un mix entre, une collision, mais dans le bon sens du terme, entre l'effectif qui devient un vrai bon effectif et qui colle au principe de jeu qu'instaure Mark Daigneault depuis 4 ans maintenant. Donc ça fait qu'une équipe avec un fond de jeu, une équipe avec une identité offensive comme défensive aussi. J'ai eu un petit cours de, schéma défensif par Alain Guillot, ce matin sur, le match contre Denver, où, bah, tu vois que défensivement, il y a plein de trucs intéressants qui sont proposés par OKC. Donc avoir une identité de jeu des 2 côtés du terrain, ça aide aussi à transformer une équipe en très bonne équipe. Mmh. Et d'ailleurs, défensivement, si je peux ajouter, je trouve des vrais principes, voilà, où comment de manière tu défends, tu es très dans les aides, tu es très ouvert, enfin voilà, tu es plus dans le close out, tu fermes très fort la raquette, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on pourrait analyser. Mais ce qui est intéressant, je trouve qu'on est très polyvalent, dans le sens où sur pick and roll, on est capable d'à peu près tout faire.
Chet ne fait pas que rarement du switch d'ailleurs, il fait du drop, il fait du edge, il fait un peu tout. Si vous regardez selon l'adversaire. Et ça, je trouve ça intéressant parce qu'on a des armes pour pouvoir. Ah bah là, on joue Steph Curry, bon, on va défendre de cette façon-là. Là, on va jouer Jokic, il faut défendre de cette façon-là. Là, on a tel personnel, il faut faire ça. Et je trouve qu'on s'adapte plutôt bien à tout ça. On n'est pas on fait ça, on reste sur nos principes. Et voilà. D'ailleurs, on fait pas mal de zones aussi, hein, sur certaines séquences où t'es plus petit ou ces choses-là et qui marchent plutôt bien parce que t'es actif et voilà. Donc non, mais je suis d'accord avec toi que d'avoir cette identité-là des deux côtés du terrain, c'est un vrai plus et c'est quelque chose que je pense que même quand t'es en construction, c'est quelque chose qui nous on était moi j'étais assez content d'avoir quand même un truc où tu vois ce que tu veux faire. C'est pas on donne la balle à un joueur au hasard et puis il met ses points. Ça, je trouve ça très intéressant et du coup de voir que ça évolue encore et encore et encore et que le taf est fait en fait globalement, c'est vachement intéressant. Et là, d'ailleurs, en parlant de système, l'un des seuls que je connais vraiment le nom d'OKC parce qu'il a bien fuité, c'est le Minnesota là en sortie de lancer On a vu la franc. même vidéo, je pense. Ouais, bah celle-là aussi, tout le monde en parlait. Du coup, Voilà. j'essaye celui-là de le voir quand on le fait en match et c'est assez intéressant de voir ça quand t'as d'un coup les deux joueurs qui sprintent dans les corners pour le sécher, aller jouer sur un goal. C'est assez drôle à voir celui-là et on sait que celui-là il est plutôt efficace, il est plutôt drôle comme système. Vous essayerez de regarder ce que ça donne. Il n'est pas On va fait tout le passer. temps. Ah Je non, il est pense pas tout. que Tu peux pas faire ça à chaque fois. C'est pas non, possible. mais c'est-à-dire que envoyer les deux joueurs dans le corner, ça c'est tout le temps fait. Mais de faire le système Minnesota qui est de sprinter suite au rebond, enfin suite au lancer, c'est pas Mm. toujours fait. Mais non, mais ça oui, je pense qu'on a vu la même vidéo sur le truc, mais ça c'est fait depuis des années, ça aussi, du Ouais, côté sachant de que le KC. Minnesota, maintenant que t'as Chet qui arrive en trailer derrière, c'est encore plus chiant pour les défenses adverses, où t'as Tout à Shea fait. qui fixe toute la défense et qui amène vers le cercle, et t'as Chet qui arrive derrière pour sanctionner. Non, mais voilà, ça me faisait penser à ça, c'était une petite interlude tactique. Est-ce qu'on parle un petit peu des limites maintenant? Là, on a parlé beaucoup en positif, on a déjà lancé le débat sur notamment J-Dub, mais on va compléter un petit peu ça. Est-ce que pour toi, en gros, on va plutôt dire ça, qu'est-ce qui pourrait faire qu'OKC en fait va descendre au classement et peut-être un peu plus haut que ce qu'il devrait être? Euh, Hormis les blessures, parce que ça c'est toujours un élément à prendre en compte dans une saison, hein, malgré tout, il faut pas, voilà, tâcher, je touche du bois là, mais tâcher qui se pète pendant 3 semaines, bah, ta saison elle change du tout au tout. Donc surtout si Shea se pète, même un joueur comme Chet, si Chet venait à être Ouais. indisponible, défensivement, la perte serait immense. On a vu il loupe combien de matchs J-Dub? Il en loupe 3 de suite. Ouais. KC a réussi je crois qu'OKC fait 2-1 sur les 3 matchs. Oui, c'est ça. C'est Portland, Chicago et Philadelphie. Match contre Philadelphie, tu perds dans le clutch, mais c'est un match serré parce que tu as Chet qui est en 34-11 avec à 5 sur 11 à 3 points. Là, pour le coup, tu avais besoin de la production statistique de Chet Holmgren beaucoup plus que ce qu'il peut apporter chaque soir. Donc voilà, pour moi, la limite, c'est effectivement, c'est déjà l'efficacité à 3 points. Tu sens que quand tu rebaisse, ça devient plus dur quand même d'attaquer. Là, sur les dernières semaines, allez, sur les 10 derniers jours, on va dire, elle est en chute, elle est en bonne chute et ça t'a coûté des matchs. Typiquement, le match contre Houston, avec une adresse équivalente à celle de début de saison, c'est un match que tu remportes. Le match contre Sacramento, on peut pas reprocher l'exécution parce que tu as 4 tirs à 3 points qui sont grands ouverts dans les 3 Mm. dernières minutes. Tu en as 2 de Chet, un de Joe et un de J-Dub, mais ils tombent pas dedans et du coup, ça fait basculer le match du côté de Sacramento. Et il y a une autre limite, c'est un peu ce qu'on a esquissé en parlant de J-Dub et de la seconde unit, c'est que J-Dub, c'est vraiment le baromètre de cette équipe. Comme tu l'as dit, quand il est bon, OKC peut regarder quasiment toutes les équipes dans les yeux. Après, il faudrait voir contre Boston, Milwaukee, qui sont considérés comme les favoris contre l'élite de l'élite. Par contre, quand J-Dub n'est pas dedans, bah, tu n'as pas cet impact où tu as un manque dans ta production, en fait, que tu ne peux pas compenser par les autres. Notamment parce que Josh Giddey est complètement absent. Mais ouais, pour moi, ça manque vraiment d'un ball handler secondaire qui pourrait prendre les rênes de la seconde unité. Typiquement, voilà, j'en ai parlé déjà un peu sur Twitter, j'en ai parlé un peu en off. Un joueur comme Malcolm Brogdon, je sais qu'OKC fera jamais Malcolm Brogdon, mais de ce calibre-là, c'est-à-dire que tu peux jouer en catch and shoot, tu peux l'insérer dans le starting five et dès que tu as des minutes avec le banc, tu peux le mettre dans ce registre-là. Et ouais, la limite pour moi, c'est peut-être que chez tout aussi rayonnant qu'il est, il est top 5, top 3 MVP. S'il a une baisse de régime, bah, tu auras besoin de la production des autres.
et que finalement, cette production des autres, elle peut ne pas venir avec un J-Dub qui peut être un peu plus en difficulté ou avec un Chet qui peut avoir un rookie wall. Donc, OKC est toujours sur le fil du rasoir face aux très bonnes équipes. C'est-à-dire que si tu veux battre les très bonnes équipes, tu as besoin de l'impact statistique de quasiment tout le monde. Et si tu as un joueur du starting five qui est un peu moins bien, eh ben, tu vas très souvent finir en défaite, là où des équipes comme Boston, Minnesota peuvent avoir un joueur de leur starting five qui fait un match moins bien et quand même remporter le match. Ouais, parce que tu as les 4 autres qui vont assurer derrière. Enfin, Boston, le Tout à 5, fait. tu peux. Non, mais moi, je suis complètement d'accord, hein. Moi, l'une des limites, c'est que j'avais noté, tu mets beaucoup de pression sur tes lieutenants, qui sont Chet et J-Dub. T'es archi dépendant de leur production. Comme j'ai dit, Chet, c'est surtout offensivement que je vais parler là. Et j'ai dit, c'est pas le joueur qui va créer pour lui-même et pour les autres. Donc, j'enlève un peu de pression. Et là, tu as vraiment bien résumé la chose. C'est J-Dub, ton facteur X, c'est presque réducteur pour dire, parce que c'est souvent un joueur du banc, etc. Là, c'est vraiment lui qui va, euh, qui va presque décider du sort du match ou si tu vas pouvoir espérer quelque chose parce que vraiment, tu sais ce que Shea va produire. Chet, c'est plus ou moins régulier aussi, mais bon, tu t'adapteras offensivement. Mais si J-Dub n'est pas là, ça devient très compliqué. Il faut que tu aies un énorme match de Dort, il faut que tu enfin, tu vois, il faut que tu aies quelque chose d'autre. Et en fait, ça devient vraiment compliqué si lui ne répond pas à un minimum présent, s'il met pas au moins une quinzaine de points, avec plus ou moins une bonne efficacité, ça devient très compliqué. Et du coup, on demande quand même ça, même si j'ajoute Chet à un rookie et un sophomore. Alors certes, J-Dub avait beaucoup de responsabilités à Santa Clara, dédicace à Alan Guillou, mais l'année dernière, il n'avait pas tant que ça non plus. Là, tu lui demandes beaucoup de choses, c'est lui qui doit porter la balle, c'est lui qui doit scorer, alors que par exemple contre Denver hier, il met 2-3 dunks, enfin, c'est très bien joué, il met des gros lay-ups et tout, mais il fait aussi des très bons taf off-ball. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de l'utiliser. Donc ouais, c'est archi dépendant de lui. Et effectivement, je comprends totalement que du coup, tu te dises, ouais, si on ajoute un joueur, soit qui peut assurer un peu les choses derrière, soit d'un calibre vraiment deuxième option, là, la rumeur Laurie Markkanen, un petit peu, qui est sortie depuis 2-3 jours, je trouve qu'en soi, je comprends totalement. Elle fait sens, en fait, dans les besoins qu'on a. Tu te dis, si t'as lui, bah, offensivement, t'as un autre joueur sur lequel te reposer. Ce que je comprends totalement. Après, on n'est pas à l'abri qu'un J-Dub se développe là-dedans, mais actuellement, voilà, tu lui mets beaucoup de pression et beaucoup de poids sur les épaules quand Shea n'est pas là. C'est un super joueur. Alan, dès qu'il fait un bon match, il me dit on est en train de voir une star naître, mais bon, faut être patient. Il Pareil, hein, faut, c'est voilà, pareil. il y a encore du taf, il y a encore du taf, tu vois, mais voilà, c'est vraiment pour moi peut-être la limite pour l'instant, surtout qu'on n'a pas vu en contexte playoff non plus. Ça sera encore plus compliqué de faire ça, donc voilà, pour moi c'est la première limite. C'est vraiment ça. Et d'ailleurs, plus globalement, on parlera peut-être de l'adresse ensuite, mais moi, il y a une limite quand même au roster, où j'ai dit tout à l'heure on avait un roster profond, qu'il y avait des role-players, etc. Et mais en fait, face aux meilleures équipes, et peut-être si on se projette plus loin, peut-être un jour en playoff, et ben, est-ce que tu as autant de sécurité que ça? Je suis pas si sûr que ça. Joe me rassure de plus en plus. Voilà, là aujourd'hui, on est très gentil avec Joe aujourd'hui dans le podcast. Kesson, je sais pas. Kenrich, moi, je l'ai dit tout à l'heure, je suis pas le plus grand fan cette saison. Jalen, ça peut être compliqué. Il y a Wiggins que j'adore aussi cette saison, mais après, voilà, ça s'arrête là. Et au final, quand tu as quand même un Josh Giddey dans le 5 qui est l'ombre de lui-même, que bon, Lou Dort, lui, il aime bien les playoffs, mais enfin, tu vois, globalement, tu n'as pas tant de joueurs vraiment sécurisés. Pour la saison régulière, t'es large, parce que t'as même, bon, on met du Bertans, c'est un peu qui tout double, Oh, mais alors ça, voilà, par contre, ouais. mais voilà, mais tu vois, t'as même un Micic en soi. Bon, nous, toi et moi, on est plutôt en mode, ben, en vrai, il est pas si bon que ça quand il joue, mais peut-être que voilà, tu pourras le sortir un peu de sa boîte de temps en temps. Même Dieng a pas été ridicule, loin de là, lors des dernières sorties. Voilà, t'as des joueurs en saison régulière, tu te dis, bon, lui, il peut peut-être apporter un petit boost. En playoff, c'est pas ça. En playoff, t'es à 8, t'as tes mecs qui jouent, ils sont prêts, et il faut que tout le monde soit au rendez-vous pour que tu gagnes les matchs. Et pour l'instant, je sais pas, j'attends encore un peu plus et on saura sûrement peut-être qu'à la fin de saison si on arrive jusque là. Mais ouais, c'était peut-être la petite limite, moi, en plus, que je voulais ajouter, en plus des lieutenants qui sont encore en développement, j'ai envie de dire. Ouais, bah, justement, c'était mon point, c'est que si on en vient à se poser cette problématique de la rotation à 8 en playoff,
c'est que la saison, elle est réussie. C'est-à-dire que OKC s'est C'est vrai. qualifié en playoff et que dans ce cas-là, enfin, une qualification, c'est-à-dire que même si OKC termine 7e ou 8e et se qualifie en playoff via le play-in, moi je signe. Je ne demande pas à ce que OKC reste 2e de la conférence Ouest, sachant que ça risque pas de rester tel quel. Mais non, je trouve que, tu vois, cette problématique des 8 joueurs, c'est une problématique qui se pose à pas mal d'équipes finalement. Tu regardes Denver, bah ouais, ok, bah avec la perte de Bruce Brown, faut que tu responsabilises Christian Brown, qui est un joueur de deuxième année, faut que tu responsabilises Peyton Watson, qui est un joueur de deuxième année, faut que tu responsabilises Julian Strother, qui est un rookie. Tu regardes une équipe Reggie comme Jackson Phoenix, même, hein, qui n'était pas fou oui, l'année Reggie dernière. Jackson, mais qui a un peu plus d'expérience, on va Ouais. dire, et Mm. qui fait un début de saison qui est plutôt correct. Mais même une équipe comme Phoenix, qui malgré tout le star talent qu'ils ont, bah, ça amène leur lot d'incertitudes sur qui est le 5e titulaire. Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu privilégies un peu plus un profil offensif ou défensif avec les ailiers que tu as? Donc les Lakers, c'est la même chose. Ils ont des Ouais. difficultés. Il faut sortir Austin Reeves du banc. Alors ils ont énormément de blessés. Jackson Hayes, Christian Wood, Vanderbilt, Torian Prince. Enfin voilà, je trouve que c'est des problématiques qui se posent à pas mal d'équipes. Tu n'as que les Clippers, mais comme les Clippers, eux, ils tournent déjà à 8 en régulière, ils n'auront pas cette problématique-là. Mais je trouve que, ouais, déjà, si on se pose la question de quelle est ta rotation à 8 pour les playoffs, c'est que selon moi, la saison est déjà réussie. Et après, Je suis d'accord. je vais revenir sur un autre point. Tu as parlé de Lauri Markkanen. Je trouve que, rapidement, je trouve que c'est pas forcément. Tu me dis, Lauri Markkanen est transféré au Thunder, je suis très content. Mais je pense pas que ce soit ce dont tu aies besoin immédiatement. C'est-à-dire que Markkanen, il a un peu le syndrome OG Anunoby, c'est que on se concentre uniquement sur les points positifs en oubliant les points négatifs. C'est-à-dire que Lauri Markkanen, offensivement, c'est quand même un trou noir. Il fait très peu de passes. Alors oui, c'est un excellent finisseur, hein. Il n'a pas besoin forcément d'exister et d'avoir la balle pour exister, mais c'est quand même un trou noir en attaque. Et défensivement, est très compliqué. Et je pense qu'il y aurait beaucoup de schémas défensifs que tu ne pourrais pas faire, ou en tout cas pas aussi bien si tu avais Lauri Markkanen défensivement pour terminer les matchs. Après, oui, on m'a dit, oui, mais comparé à Josh Giddey. Mais si tu compares tout à la défense de Josh Giddey, effectivement, si on met tout au prisme de Josh Giddey, effectivement, ça va être beaucoup mieux. Mais c'est pour ça qu'un joueur comme Brogdon, moi, je trouverais ça intéressant, même si ça se fera jamais. Même si le poste est moins, tu vois, c'est le poste où tu as du monde, j'ai envie de dire. Tu vois, je pense qu'il y a le front de courte aussi sur Markkanen qui est assez intéressant. Niveau oui, taille, poids, etc. et puis il y a surtout l'optique de rebond, parce que Markkanen, Ouais. pour le coup, est un bon rebondeur, mais je trouve que je préfère Markkanen que Siakam, par exemple, mais ne pas sous-estimer quand même qu'il y a beaucoup de défauts chez Lauri Markkanen. Parce que Markkanen, au moins, écarte le terrain, ce qui n'est pas le cas de Pascal Siakam. Ah ouais, offensivement, tu auras des passages où ça sera injouable. Enfin, chez Voilà. Markkanen, Chet, c'est injouable. Voilà. Mais après, enfin, moi, le joueur idéal, ça reste Michael Bridges, hein. Typiquement, c'est le joueur que je veux avoir bien au-dessus de Markkanen et de Pascal Siakam. Et juste un dernier point, puisque tu parlais de la seconde unit et que tu responsabilisais beaucoup J-Dub et Chet. Pourquoi tu responsabilises beaucoup ces joueurs-là? Parce que tu as Josh Giddey qui passe complètement à travers. C'est-à-dire que j'y crois de moins en moins, voire même j'y crois plus du tout. Mais ce qui pourrait remédier à potentiellement une chute d'adresse ou ce qui pourrait faire augmenter encore plus son niveau de jeu, c'est que Josh Giddey soit pas en dessous de tout, comme c'est le cas depuis quasiment le début de saison, quoi. Il y a 1 ou 2 matchs où il est bon. Match contre Sacramento, il est bon. Match contre Utah, tout le monde a été bon. Donc c'est difficile de tirer des enseignements quand tu joues un match contre des G-Leaguers, sans manquer de respect à Utah. Mais ouais, c'est très difficile ce qui se passe autour de Josh Giddey et du coup, tu perds un élément important de l'an dernier. Alors, c'est des problèmes, j'ai envie de dire, structurels, c'est-à-dire qu'avec l'arrivée de Chet Holmgren, bah, tu as un Josh Giddey et surtout le développement de J-Dub, bah, finalement, Josh Giddey n'est pas tant que ça intégré dans le jeu offensif du Thunder. Shea prend de plus en plus de place en attaque, même sur le playmaking où il a bien progressé. Donc, oui, c'est très difficile. Défensivement, ça a toujours été difficile, mais on va dire qu'il ne fait pas les efforts en plus qui pourraient peut-être lui accorder un peu plus de temps de jeu. Donc oui, effectivement, beaucoup de responsabilités sur J-Dub aussi parce que Josh Giddey est quasiment inexistant et que là, on arrive dans des situations où il joue 15 minutes, quoi. Il joue autant que Kenrich Williams. Donc, c'est très difficile et ça, c'est un point qu'on n'avait pas vu venir. En tout cas, pas à ce point dans la saison du Thunder quand on en a parlé en septembre. Ouais, on l'avait pas vu venir ça, honnêtement. C'est vrai qu'en fait, tu vois, là, contre
contre Sacramento, je me suis dit, ah, ça va peut-être lui débloquer quelque chose, il a mis ses tirs, bon, ça va peut-être lui redonner un peu confiance et tout. Et le match d'après, c'est celui où il a le moins joué, quoi. Parce qu'offensivement, tu lui servais à rien, parce qu'il a pas la balle, voilà. Et défensivement, bah, il fera jamais autant d'efforts que certains, alors même s'il est, je trouve mieux qu'avant, mais bon, sera jamais un bon défenseur, enfin, ça ne l'est pas. Et il n'est pas, à part au rebond, il fait pas les efforts monstrueux non plus, donc bon, tu peux difficilement le laisser sur le terrain. Mais ouais, en fait, ça te limite un peu dans pas mal de points qu'on a dit avant, il pourrait largement aider là-dedans, en fait. Et actuellement, de par son rôle et de par comment on l'utilise, de par voilà tout ça, c'est très compliqué pour lui. Là, on l'a vu commencer de prendre beaucoup plus de 3 points parce que forcément, il est laissé ouvert, il a que un petit peu ces tirs-là. Ce que je crains pas en soi, parce que c'est peut-être une des solutions pour lui, mais après, il faut qu'il ait de l'adresse, ce qu'il a rarement eu. Enfin voilà, donc c'est un peu une impasse pour lui. Et ouais, comme tu dis, ça perd. C'est un élément important que c'est dur de dire ça, mais voit disparaître petit à petit du roster, en fait. Alors que c'était lui, peut-être l'un de tes grands espoirs avant. Et là, t'as l'impression que tu le vois, sa cote diminuer à chaque match, quoi. C'est assez triste assez triste à voir. Et on parlera pas du hors-terrain qui doit en plus l'affecter et affecte un peu notre vision aussi là-dessus. Donc, c'est assez compliqué pour lui. Et t'as mentionné un petit truc aussi sur ta prise de parole, t'as parlé du rebond. C'est une des grandes limites sur le début de saison. C'était la guerre sur ça, tout le monde en avait marre et tout. Alors, tu es encore très loin au classement du rebond, mais je trouve que là, depuis quelques temps, où justement le moment où l'adresse a continué à commencer de baisser, ok, si très adroit, mais où tu as des matchs où c'était plus difficile, eh ben, tu as défendu encore plus fort et tu étais un peu plus concentré en rebond. Et il y a des matchs où c'était beaucoup plus positif là-dessus. Alors, on va pas être une équipe dominante en rebond comme peuvent l'être, je sais pas qui sont les meilleures équipes en rebond, mais Denver doit l'être typiquement. Orlando. Orlando aussi, oui, voilà. Mais je trouve qu'il y a des fois où on a fait beaucoup plus les efforts. Et pour coup, là, j'ai envie de mentionner un peu tout le monde. Parce que, en fait, c'est un peu collectivement que j'ai l'impression qu'il y a eu cette prise de conscience où ça en a parlé dans les médias et au final, ça a répondu un petit peu derrière. Alors, tu as toujours des situations où t'arrives pas à prendre un rebond. Mais tu vois, là, même le dernier match contre Denver, en soi, physiquement, tu sais que en termes de poids et tout, t'es à la rue, face à Gordon, face à Jokic, même Michael Porter Jr., hein, qui est grand et assez physique. Mais je trouve que t'as tenu. T'as tenu plus ou moins bien, alors t'as adapté, t'as mis Jalen, etc. Et globalement, je trouve que t'as tenu et que ça arrive de plus de matchs où t'arrives à tenir. Si vous lisez tous nos récaps, je pense qu'il y a les matchs sont un peu moins régulièrement, enfin en négatif, il y a un peu moins régulièrement l'air off. Et ça, c'est quand même bien. Ça enlève une petite limite au Thunder. Après, ça a pondéré parce que tu vois, le match contre Denver, par exemple, sur le tir de Murray pour passer à +3, c'est suite à un robot off aussi où Chet là, mais en fait, il la perd. Enfin, là, pour le coup, je trouve que Chet, il doit être meilleur au rebond parce que tu as des situations où il a la position et où il n'arrive pas à prendre le rebond. Ça, c'est un des points sur lesquels il doit s'améliorer. Et si tu regardes sur les 10 derniers matchs, oui, bah, OKC est 26e en pourcentage de rebond défensif. Bon, bah, voilà, quoi. C'est pas bien. Quand tu es 26e, c'était dans le bottom 5, mais bon, c'est pas non plus suffisamment pénalisant pour te faire perdre les matchs, on va dire. Match contre Golden State, quand même, le dernier, là, avec les 3 lancers de Chet, il me semble que les Warriors ont quand même 22 rebonds offensifs. Là, c'était beaucoup. Enfin, c'est un match qu'OKC ne doit pas gagner, hein, globalement. C'est que les Warriors shootent à 40%, ont 22 rebonds offensifs, mais par contre, ils perdent 30 ballons et OKC a 35 lancés. C'est que tu crées, je sais pas combien de turnovers. Ouais, c'est surtout ça. Ouais. Je crois que c'est 27 ou 28. Non ouais. 27 ou 28, ouais, quelque chose comme ça. Mais oui, le rebond est moins pénalisant. À voir aussi, ça dépend pas mal de l'adversaire et des stretches des équipes que tu joues. Est-ce que là, sur le stretch, là, c'est quoi la semaine prochaine? C'est Memphis qui n'est pas une bonne équipe au rebond. C'est Lakers, Clippers. Et après, je sais plus, j'ai oublié. Mais est-ce que c'est des fortes équipes au rebond? Tout dépend de l'adversaire aussi. Donc, on va dire que c'est moins pénalisant. Ça n'a jamais été très pénalisant dans le clutch. Ça, c'était un point qu'on avait déjà souligné lors de nos épisodes de tout début de saison. Et effectivement, c'est un peu mieux aussi parce que l'un des problèmes du Thunder au rebond, c'était effectivement que tu manquais de time et que tu avais beaucoup de joueurs passifs. Tu avais beaucoup de joueurs qui regardaient la balle et qui ne faisaient pas forcément les efforts. Là où j'ai l'impression que sur ce stretch un peu plus récent, les joueurs font un peu plus les efforts en rebond
Encore une fois, je vais citer l'ultime rebond d'Isaiah Joe sur la dernière possession face aux Nuggets où il fait, je sais pas, il fait 1m80 ou non, il est plus grand que ça. Il doit faire 1m86 et pourtant il te prend le rebond parce qu'il fait des efforts. Donc Chet doit être meilleur dans ce domaine, c'est sûr. Mais je trouve que l'amélioration au rebond passe aussi parce qu'il y a plus d'efforts qui sont faits et que tu regardes moins la balle avec 4 joueurs plantés. J'avais noté quand même une dernière limite, et là c'est plus en termes de confrontation. Il y a pas mal de personnes, notamment dans le match contre Denver, qui me disaient ouais, on aimerait bien taper un gros de l'Ouest quand même, on n'arrive pas à les battre, etc. Et ce qui est assez vrai parce que tu avais perdu contre les Pels, tu avais perdu contre Denver le premier match, alors tu avais battu les Mavs sans Kyrie, mais tu t'étais fait un peu peur. Tu avais battu les Lakers par contre, non, si je me trompe pas. Ouais, mais les Lakers en deuxième nuit de back-to-back avec une rotation à 8 voilà. aussi. Sur un match un peu donné, au final, tu avais perdu les Rockets aussi, tu as perdu les Kings 2 fois. Bon, les Warriors, est-ce que c'est un gros vraiment de l'Ouest? Je sais pas actuellement vu le classement et vu le voilà. Et puis les circonstances de victoire, enfin, normalement tu pourrais avoir 2 victoires qui basculent de l'autre côté pour Golden State, que ce serait pas un scandale. Hein. Donc T'avais perdu Minnesota aussi d'ailleurs. Enfin voilà. Et c'était un argument valable en fait parce que effectivement, OKC, déjà il y a un moment on en avait parlé, t'étais en négatif sur les matchs de ta conférence, tu gagnais contre les équipes de l'Est. Ça s'est un petit peu corrigé parce que t'avais des matchs plus accessibles, Utah par exemple. Mais c'est un vrai truc. Et en fait, au-delà de ça, moi je me questionne plus, et là je me projette encore une fois très loin dans la saison, peut-être sur des confrontations de play-in, play-off. Il y a des profils d'équipes qui correspondent plus ou moins bien. Sacramento, typiquement, on n'arrive jamais. Pourquoi? Parce que t'as Sabonis qui a le type d'intérieur qui nous embête beaucoup, au sol, physique, etc., qui fait un peu tout. Et t'as Fox qui est le type d'arrière qui nous embête beaucoup parce qu'il va trop vite. En plus, maintenant, il tire de loin. Enfin voilà, donc ça devient assez compliqué de le défendre. Minnesota nous embête beaucoup parce qu'il nous domine physiquement dans la raquette. Gobert a assez maltraité Chet sur la confrontation. On attend la deuxième. Ça arrive à des gens bien. Oui, arrive à des gens très bien. Mais tu vois, il y a une deuxième confrontation bientôt là, et, donc on va attendre après Noël, comment ça évolue, mais voilà, à voir sur ces équipes-là, parce que moi j'ai l'impression, voilà, c'est des équipes qu'on a du mal. J'aurais tendance à dire qu'un Zion par exemple nous poserait beaucoup de problèmes, donc j'attends de voir quand on joue New Orleans comment ça se passe, à voir, mais ouais, c'est plus dans ces équipes-là, tu vois, nous on dit souvent par exemple qu'un Dort face à des tout petits arrières, il a du mal. Face à j'ai perdu. Qui c'est qu'il avait joué où il avait eu beaucoup de mal. Un tout petit Tyrese Maxey. Et Tyrese Maxey aussi. Tu vois, contre Philadelphie, Curry, c'est un autre délire. Mais voilà, tu vois, on a des profils d'équipe, en fait, plutôt, j'ai l'impression, auxquels on arrive à répondre ou pas. Et ça sera peut-être à compter ou peut-être à surveiller sur le fil de la saison si face à ces équipes-là ou ce type d'équipe, on arrive à trouver des solutions. Est-ce que tu arrives à défendre les gros intérieurs où à chaque fois tu te fais matraquer? Est-ce que les petits arrières, à chaque fois, ils te prennent de vitesse? Voilà, il y a des petites choses comme ça, regardez. Oui, justement, le calendrier va favoriser dans ce sens-là, puisque, alors, prochain match, c'est contre Memphis. Alors, OKC entame un stretch où, avant le mois de janvier, qui va être l'enfer sur Terre, OKC joue 7 de ses 8 prochains matchs à domicile. Déjà, il faudrait qu'il y ait un peu plus de monde au Paycom Center. D'ailleurs, la nouvelle salle a été votée, parce que ça, on l'avait pas dit la dernière fois. Ouais, Oklahoma City, le Thunder reste à Oklahoma City. Clay Bennett est très content. Non, mais en tout cas, le stretch. Bon, tu reçois Memphis, dernier match avant le retour de Ja Morant. J'espère que ce qu'on a dit sur maltraiter les équipes faibles va s'appliquer, sinon on n'aura pas l'air bête. Tu reçois les Clippers. Les Clippers qui sont très chauds, qui sont en deuxième nuit de back-to-back, qui seront allés du côté de Dallas la veille. Tu reçois les Lakers. Tu reçois Minnesota. Après, tu fais back-to-back Minnesota où tu joues New York. New York, c'est une équipe physique. Les joueurs en deuxième soir de back-to-back, c'est un peu chiant. Tu retournes à Denver, comme si on ne devait pas y aller une fois par mois, c'était pas suffisant. Tu reçois Brooklyn et tu reçois Boston. Tu reçois Brooklyn pour la nouvelle année, tu reçois Boston. Ensuite, c'est janvier où tu joues 11 matchs sur 18 à domicile avec 4 back-to-back durant le mois. Là, tu vas avoir des vrais tests parce que tu as des concurrents directs, tu as les Clippers, les Lakers, les Wolves. Voilà, c'est 3 équipes, qui sont dans ton range. Allez, Minnesota un peu au-dessus, mais globalement des équipes avec lesquelles tu espères te battre pour le classement d'ici la fin de saison, avec des profils radicalement différents. Minnesota, c'est la meilleure défense de NBA. Les Clippers, en attaque, ça commence à prendre toute sa
tout son volume. Et les Lakers, c'est plus un registre intérieur avec du Anthony Davis, du LeBron James, et finalement assez peu de scoring de l'extérieur, on va dire, via du shoot à 3 points. Donc ça va être intéressant de voir comment OKC va réagir. Peut-être que OKC peut faire, je sais pas, sur les 7 matchs là que je viens de citer, non, les 8 matchs que je viens de citer, quel est le, je sais pas, OKC peut faire 6-2. Oh, 6-2, t'es bien. 6-2, je Ouais, prends. plus 5. Ah, parce que 5-3. Minnesota, Denver, Boston, bon, ouais, plus 5-3, on va dire que l'objectif c'est 5-3, quoi. En gros, Ouais. et que 5-3, t'es bien. 4-4, ouais, que 4-4, ça sera un peu embêtant, mais tu joues des équipes qui finalement, bon, on enlève Memphis, mais Clippers qualifiés en playoff pour l'instant, Lakers qualifiés en playoff, Wolves premier de la conf, New York qualifié en playoff, Denver qualifié en playoff, Brooklyn, équipe à plus de Ok. 50%, et Boston, meilleure équipe de NBA. Donc, tu as 8 gros tests, très intéressants. On va voir ce que ça va donner dans des registres différents. Mais déjà, là, tu as eu Sacramento et Denver. Effectivement, je rejoins ce que tu disais. Moi, je voulais un statement game, comme on pourrait dire. La victoire contre Denver, c'est peut-être une statement win. On va voir sur les autres matchs là, durant le homestand si OKC est capable, une nouvelle fois, de se mesurer à des grosses équipes de l'Ouest et capable potentiellement de les battre. De toute façon, si tu veux te qualifier en playoff, voire même si tu veux te qualifier en playoff directement, tu es obligé de battre ces équipes-là. Il va falloir aller en chercher, ouais. Au bout d'un moment, ça va être obligatoire, effectivement. Non, je suis d'accord avec toi que ces matchs-là vont être très importants, d'une part dans le classement, d'une part dans l'image que tu vas envoyer à la Ligue aussi, mine de rien. Si tu commences de vraiment taper des gros soir après soir, ça va commencer de faire... Ça fait causer déjà, mais déjà, ça va commencer de vraiment nous prendre encore plus au sérieux. Et je pense que c'est important aussi de passer par là. Avant de faire des déclats, etc., il faut que tu montes sur le terrain, que tu peux affronter n'importe qui et taper n'importe qui. Et globalement, on l'a fait pour l'instant. On va attendre de la confirmation, mais on peut être assez optimiste vis-à-vis de ça, parce que tu vois, on parie sur un 5-3, 4-4, c'est quand même plutôt correct sur ces équipes-là. Hein. Donc non, ça va être plutôt intéressant cette fin d'année du côté d'OKC. Peut-être juste pour finir, du coup, maintenant qu'on a fait un peu le tour de tout ça, de ses limites, etc., pour toi, est-ce qu'OKC va rester là? Jusqu'où on peut aller en fait? Est-ce que tu as changé un petit peu d'avis? Bon, c'est un peu tôt pour dire un prono, mais est-ce que ça t'a fait quand même changer un petit peu d'avis sur notre promo de base? Non, non, je pense que, en fait, soit la réponse c'est non, soit la réponse c'est trop tôt, il faut voir encore, tu vois, genre, peut-être Hmm. que quand tu auras joué les Wolves, les Clippers, les Lakers et Boston, tu vois, si dans 2 semaines, là, quand on refera un podcast où on reparlera, peut-être que j'aurai changé d'avis parce que j'aurais vu un échantillon. Donc, soit c'est non parce que tu es toujours très proche des grosses équipes que tu affrontes, mais tu es toujours court. Donc, du coup, c'est bien d'être court, hein, mais ça change, enfin, ça te donne rien, hormis une défaite. Je trouve qu'au niveau du classement, OKC a 3 défaites de moins que les Pels qui sont 9e. Donc, en gros, 9e, tu joues pas un match à domicile du play-in. Hein. Donc, il n'y a pas suffisamment d'écart qui s'est créé. Il y a beaucoup d'équipes dans la conférence Ouest qui sont sur des winning streaks ou qui sont sur des belles séries sur les 10 derniers matchs. Les Clippers qui ont gagné 7 de suite, les Rockets qui ont gagné 5 de suite, même les Pels qui commencent à bien remonter. Attention à une équipe comme Phoenix qui, certes, a 4 défaites de plus que le Thunder, mais qui va quand même, je pense, se relever à un moment. Donc, il va falloir faire très attention. Je pense que pour moi, l'objectif n'a pas dévié, c'est-à-dire que même avec ce que montre le Thunder, pour moi, tout résultat au-dessus de la 7e place, c'est du bonus. C'est-à-dire que pour moi, si tu termines 5e ou 6e, évidemment, je serais ravi. Mais si OKC termine 7e de la conférence Ouest, je ne serais pas déçu. Pour moi, vraiment, en dessous de la 7e, 8e place, ça commencerait à être décevant. Donc voilà, je pense que les joueurs doivent se fixer l'objectif de terminer le plus haut possible, mais nous, en tant que fans, je me dis que l'objectif reste toujours la qualification en playoff, peu importe le scénario. Ouais, moi, au-delà du bilan comptable que je vois changer, je suis peut-être un peu plus optimiste sur la fin de saison, en fait, sur ce qui arrivera. Je n'exclus pas le fait qu'on puisse être directement en playoff, peut-être pas deuxième, hein, j'entends, ça me paraît un peu haut, mais même si on chute 6, 7, etc., bon, c'est beaucoup, ça me paraît plus accessible maintenant, en fait, qu'auparavant, parce que j'ai l'impression que cette équipe-là, déjà, va très peu faire de séries de défaites.
dans comment elle est, dans l'état d'esprit qu'il y a. On va pas enchaîner 8 matchs de défaite. Enfin, tu vois, c'est impossible. Ça me paraît vraiment improbable. Après, il Ouais, faut réussir à attention, prouver Oui, attention. non, faut réussir à prouver que tu puisses aussi faire 8 victoires d'affilée aussi. Ça, on l'a peut-être pas encore beaucoup vu pour l'instant. Il y a Mais voilà, je assez suis peu de grosses winning streak. Même dans l'histoire du Thunder, il semble que la plus large, c'est mmh. 7 ou 8. Donc, ouais, je suis un petit peu optimiste niveau classement. Et après, je suis encore plus optimiste maintenant niveau, comment dire? Même si on tombe en play-in, je me sens plus rassuré qu'avant sur une qualif, tu vois? Faut voir contre qui on tombe, hein, si Mm. on y est. Mais, de ce que je vois pour l'instant, ça a forcément tendance à me rassurer un petit peu. Hem Et puis quand je vois, voilà, toi et moi, on avait peur des blessures, on avait peur des minutes de Chet, on avait peur de ces choses-là. Pour l'instant, on peut être que rassuré. On attend de voir la suite, comme tu l'as dit, avec le nombre de matchs qui va bien s'enchaîner là, le rookie wall, etc. Mm. Mais sur ces aspects-là, pour l'instant, on est plutôt content parce que moi, je pensais pas que Chet allait jouer autant, même les back-to-back, etc. Donc ça, c'est plutôt cool. Voilà, donc j'exclus pas le fait que ça aille direct en playoff. Ça serait quand même une grande réussite. Mais il y a encore du taf. Après, le calendrier, bon, c'est toujours le strength of schedule, que c'est toujours voilà, mais Le bon, normalement, on calendrier, a un truc. le calendrier, Bon, il est pas simple en soi. Même sur ouais, l'enchaînement de matchs, c'est-à-dire que quand j'avais écrit l'article au moment où le calendrier était paru, janvier, j'avais fait janvier, qu'est-ce que c'est que cet enfer, quoi. C'est janvier, tu vas jouer ouais, 11 des 18 matchs, je crois, il me semble, à l'extérieur, et tu as 4 back-to-back où parmi ces back-to-back, c'est du extérieur-extérieur. Je vais vous citer le calendrier de janvier, comme ça on va le faire. Il y a Boston, du coup. Back-to-back, tu vas à Atlanta. Tu vas à Brooklyn, bon, tu vas à Washington. Tu vas à Miami. Ensuite, après être allé à Miami, tu traverses tous les États-Unis, tu fais back-to-back. Bon, tu reçois Portland. Tu reçois Orlando. Orlando, je suis curieux de voir une confrontation contre ça va être OKC parce que marrant, je ouais, pense que ça c'est va être une équipe qui peut intéressant. nous faire chier. Ensuite, le traditionnel back-to-back Lakers, Clippers. Clippers-Lakers. Enfin, Lakers-Clippers. Celui face aux Clippers, ce sera pour le Martin Luther King Day d'ailleurs. C'est le dernier match du Martin Luther King Day. Ensuite, tu vas à Utah. Aller à Utah, c'est pas si simple que ça. Tu vas à Minnesota, tu reçois Portland. Ensuite, tu fais back-to-back, tu vas à San Antonio. Tu vas à New Orleans. Bon, tu vas à Détroit. Bon, alors là, si tu perds, bon, bref. Après t'être reposé contre Détroit, back-to-back, tu reçois Minnesota et tu termines le mois de janvier en recevant Denver. Donc voilà, le calendrier au niveau des adversaires que tu affrontes, il y a des matchs prenables. Portland, Utah, Détroit, San Antonio, Portland 2 fois d'ailleurs, mais enchaînement de matchs, beaucoup de matchs à l'extérieur, beaucoup de back-to-back. C'est peut-être là où OKC peut, contrairement à l'an dernier où en janvier on avait tout explosé, c'est peut-être là où tu peux être testé, où les corps peuvent être testés et où ça peut être un peu plus difficile pour notamment un Chet par exemple ou pour un Cason Wallace. Ouais, ça va être le moment de vérité de la saison, je pense, hein, honnêtement. Et c'est là qu'on verra aussi que la profondeur dont on a parlé, etc. Est-ce que là, elle va se mettre en valeur? Est-ce que bah, il y a un match où un Davis Bertans qui va te sauver? Est-ce que tu as un Micic qui va, sur 3 matchs, beaucoup t'apporter? Enfin, tu vois, ça peut être des solutions comme ça. Il faudra voir comment le staff s'adapte, comment les joueurs sont gérés. Ça va être très intéressant à suivre. Mais ouais, je suis d'accord avec toi que ce mois-ci va être déterminant dans la suite de la saison et dans les espoirs que tu peux placer. Si tu sors de là et que tu es encore top 5 à l'ouest, bien, Oui, très très bien. oui. Mais voilà, Après, il y a un truc aussi, bon, toi et moi, nous n'y croyons pas, mais potentiellement un trade, on ne sait jamais, c'est qui vrai. peut potentiellement chambouler l'effectif. On sait que voilà, il y a le cas Micic qui est un peu paradoxal, il y a le contrat de Bertans qui a été renégocié aussi, donc on n'y croit pas. De toute façon, même les années où OKC était contender, Presti faisait jamais de gros trades durant enfin, en cours de saison, mais Mm. ne disons jamais, jamais. Les rumeurs de Jake Fisher, moi, j'y crois pas des masses, Bah, surtout quand c'est le même gars qui dit que en 2021, OKC avait proposé le 6 plus chez contre Cade. Mais voilà, on n'est jamais à l'abri et potentiellement, ça peut remodeler l'effectif. Donc voilà, mais je suis d'accord avec toi que là, jusqu'au 1er février, c'est un stretch qui va être pas décisif, mais qui va bien nous permettre de juger la valeur du Thunder. le 6 plus chez contre Cade.
Bien sûr. Bien sûr. Non, non, mais voilà. On va arrêter là. Merci en tout cas, d'avoir écouté jusque-là, si vous en êtes là. On se retrouvera très vite pour un nouvel épisode. Voilà, ça va être les fêtes. On vous prévoit bien sûr le Thunder Quiz. On l'a un petit peu teasé, on va voir quand il se fait, et cetera. Mais suivez ça Ah, faut que près je le sur regagne là, Twitch. ça y est. Oui, quand on est constant, c'est de retour dans la participation du coup. En attendant, abonnez-vous partout, du coup, toutes les plateformes d'écoute, Twitter, X, Instagram. On n'a pas encore Threads, mais ça devrait arriver peut-être un jour. Oh là Euh, là. non, mais voilà, Spotify, bien sûr, sur Twitch. Enfin, voilà, n'hésitez pas aussi à laisser un commentaire là où vous pouvez. Ça fait toujours plaisir de vous lire si vous voulez soutenir le compte. Et puis voilà, d'ici là, ce que je peux vous souhaiter en tout cas, c'est de passer de bonnes fêtes. Reposez-vous bien, profitez-en pour regarder pas mal de Thunder. Et puis voilà, globalement, c'est à peu près tout ce qu'on peut vous souhaiter. À bientôt, on se retrouve très vite. Salut à tous. Salut!